Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'écouter pour comprendre. Manuela Gagné, bonsoir. Et puis aujourd'hui, nous avons un invité, M. David Zobda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et notre mission, c'est d'écouter pour comprendre. Très bien, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous sur des problématiques qui concernent le pays. Et j'espère que nos téléspectateurs vont apprécier cette émission. J'ai beaucoup aimé le titre, Écouter pour comprendre. Ce sont des choses que nous ne savons plus faire. Quelquefois, on a du mal à écouter, on a du mal à s'écouter, nous écouter nous-mêmes et à comprendre les autres. Donc, si le titre pouvait générer une nouvelle manière d'appréhender la problématique des politiques publiques, ça aurait été bien. Ça fait son chemin, et c'est une question de temps. Très bien. Et notre philosophie, c'est la philosophie de la racine d'un arbre dans un mur. Mm-hmm. Quelle que soit la goussure d'un mur, on laisse pousser un arbre dedans. La petite racine monte, et puis un jour, le mur est à terre. Ouais. C'est une question de temps et de patience. M. Zobda, vous êtes responsable de l'aménagement du territoire, donc de la Martinique. Oui, entre autres. Oui. Oui, à la CTM, depuis l'élection de 2021, oui, 21, ça fait à peine un an. Je fais partie de l'exécutif de la collectivité et j'ai en charge l'aménagement du territoire. J'ai en charge les transports, encore un autre sujet très délicat. La biodiversité, l'environnement, c'est un lien avec l'aménagement et peut-être les problématiques que l'on va voir tout à l'heure. Et puis la stratégie énergétique. En fait, on vous donne le plus mauvais sac. Eh bien, j'ai un sac qui est très lourd, mais quand on est en politique, on ne refuse pas. On est là pour servir. Eh bien, quand on vous dit, eh bien, David, je pense que tu peux faire ça, tu peux t'occuper de ça, on ne peut pas dire non parce que je suis venu pour ça. Je suis venu pour apporter mes modestes contributions et connaissances à l'avenir de la Martinique et je ferai le maximum pour que ces 4 axes de politique publique soient à la fois complémentaires et réussis. En clair, on ne peut pas garder gros siège à Rébouic pour bailler côté charge. C'est un peu ça. Oui. En tout cas, j'espère ne pas décevoir et arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés parce qu'il y a des urgences. Il y a une urgence écologique. Et des extrêmes urgences. Il y a des extrêmes urgences. Il y a une urgence écologique, il y a une urgence énergétique, il y a une urgence alimentaire, et puis il y a une urgence sur la biodiversité. On dit que c'est une richesse, mais comment faisons-nous pour transformer cette richesse-là en véritable potentiel de développement du pays? Et en même temps, il faut protéger le pays parce qu'il est menacé. Et c'est peut-être tout le sens des questions que l'on va aborder tout à l'heure. C'est une question que j'ai abordée avec Pierre Davidas. Ça fait quelque temps, alors. Ça fait déjà 23 ans qu'il est mort. On est resté une vingtaine d'années dessus. Donc ça fait 43 ans déjà qu'on est sur le sujet. Et quand on regarde dans le rétroviseur, c'était hier. Tout ce qu'on nous prédit pour 2030, 2040, 2050, c'est déjà demain matin. Et on le voit là aujourd'hui. L'élévation du niveau de la mer. Quand Jean Zouzel, le climatologue du GIEC, quand il parlait de tout ça, on le traitait de fou. Et aujourd'hui, c'est l'affolement total. Oui, ça l'est un peu parce que les choses vont de plus en plus vite. Je pense que c'est ça l'extrême urgence, c'est qu'auparavant, on traitait ça comme si c'était une vue de l'esprit des écolos. En disant, ouais, le réchauffement climatique, bon d'accord. René Dumont, par exemple. Qui ça, c'est M. Cavignan Merdeno et puis ça. Ce qui est important, c'est l'économie. Ce qui est important, c'est faire tourner les usines. Ce qui est important, c'est que les multinationales puissent se débrouiller et faire de l'argent. Ce qui est important, c'était ça. Et puis, au fil du temps, on se rend compte que ce sont des réalités. Ce sont des réalités qui impactent les pays. Et qui plus est, aujourd'hui, on se rend compte que ça va encore plus vite qu'on ne le pensait. Beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et plus lourd en termes de conséquences. Voilà. Et nous sommes au milieu de tout ça, nous Martiniquais. Nous subissons une situation que nous n'avons pas créée. Ce n'est pas nous qui avons provoqué le réchauffement climatique. Et comme tous les autres pays insulaires ou à géographie très basse, ces pays-là seront victimes de ce phénomène de gaz à effet de serre qui provoque le réchauffement climatique et qui provoque la montée des eaux. Alors, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous espérer? Qu'est-ce qui peut nous être autorisé? C'est à nous de le définir. D'abord, évidemment, je pense qu'il faut que l'on fasse pression sur le gouvernement français
pour qu'il agisse au niveau international. On sait qu'il y a de grandes réunions qui se passent et les principaux acteurs du réchauffement climatique refusent de signer les documents qui pourraient permettre la diminution des gaz à effet de serre. On peut parler de la Chine, on peut parler de la Russie, on peut parler des États-Unis. Ce sont des pays qui, eux, sont responsables à 70% de la production de gaz à effet de serre et qui refusent de signer le document parce que, en signant ce document, ils s'engagent à mettre en place un certain nombre de choses auprès de leur économie, auprès de leurs usines, pour diminuer la production de gaz. Alors, évidemment, il faut continuer à faire pression, puisque la réalité est devant nous, elle est là, d'une part, et puis d'autre part, il faut agir localement. C'est ça tout l'enjeu, il faut agir localement. Comment fait-on pour agir localement? Alors nous avons un certain nombre de points sur lesquels nous allons travailler. Je peux vous en parler si vous souhaitez, mais vraiment, il faut vraiment que l'on protège la Martinique et que l'on protège les populations. Donc, quelles sont les hypothèses que l'on peut élaborer? En fonction de ça, quels sont les scénarios, les scénarios que l'on peut mettre en place pour répondre à ça? Si ça monte de 50 cm, de 2 mètres, de 3 mètres, etc., qu'est-ce que l'on fait? Comment on s'adapte? Comment on protège les populations? On a un exemple concret, on peut en parler, c'est l'exemple du prêcheur, qui est victime un peu du trait de côte qui est envahi par la submersion marine, et il y a un exemple de ce que l'on peut faire en études préopérationnelles pour protéger les populations, mais ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir échanger tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on n'est plus au niveau de la recherche. Tout est dit. Et on est très, très, très documenté aujourd'hui. Tout est dit. Tous les experts ont travaillé dessus, les dimensions, tout est fait. Là, aujourd'hui, faire signer le document pour dire, bon, on arrête d'émettre des gaz, tout le monde sait. Comment réparer ça? Et localement, nous avons un souci. Le trait de côte, ce que nous appelons les 83 mètres, donc dans toute la périphérie de la Martinique, les 50 pas géométriques. On a le domaine public maritime, et après, on a les 300 mètres des berges qui appartiennent aux collectivités, et après, on est en France. Est-ce qu'il n'est pas grand temps, là aujourd'hui, vous avez lancé cette affaire, le congrès, est-ce qu'il n'est pas grand temps, urgent, d'agir là, pour faire comprendre à la France qu'il y a une co-construction à mettre en place pour protéger tout le littoral? Oui, ça c'est évident, ça c'est très évident et je pense qu'il faut le faire maintenant et profiter justement de ce dialogue que nous allons entretenir ou que nous entretenons avec l'État au sujet des responsabilités locales pour mettre en avant cette problématique-là. Parce qu'il y a évidemment une responsabilité martiniquaise, mais il y a aussi une responsabilité de l'État que l'État doit pouvoir assumer. Sur les sargasses, l'État fait semblant de ne pas comprendre que le ramassage en mer, c'est de sa compétence, par exemple. Mais sur la protection du littoral et la protection des populations, oui, il y a des choses que l'on doit pouvoir faire avec l'État de manière extrêmement urgente. C'est pourquoi nous travaillons... Alors, je veux vous lancer cette information-là, mais je suis persuadé que vous le savez déjà. Non, mais le public attend. Oui, je vais y arriver. Je veux simplement vous dire que nous allons organiser le 24, 25 et 26 octobre un grand séminaire autour des risques majeurs, risques naturels, risques technologiques. Ça se fera ici en Martinique avec à peu près 120 pays invités, plus les pays de la Caraïbe. C'est très important et j'invite d'ailleurs Puma à y participer. Je vais vous envoyer personnellement... Le Bristol Comment ? Le Bristol? Oui, je vais vous faire parvenir une invitation parce que il faut que les associations qui travaillent sur le sujet soient présentes et disent ce qu'elles pensent. Mais c'est très important parce qu'on va aborder à peu près toutes les questions de tsunami, de submersion marine, de trait de côte, de marée de tempête, de cyclones, de risques technologiques, etc. Donc tous ces sujets-là seront abordés dans des ateliers sur 3 jours et ça sera très intéressant. Évidemment, il s'agit pour nous de mettre à plat les problématiques que nous avons, mais aussi d'envisager les réponses et les solutions. Nous avons des universitaires qui travaillent, le professeur Safache par exemple et d'autres travaillent sur des solutions que l'on peut porter. Il y a des associations comme la vôtre et comme d'autres qui ont aussi des idées. C'est pas parce qu'on n'a pas fait Polytechnique qu'on peut pas avoir une idée de la protection du territoire. Moi je suis tout à fait favorable. Et pas M. Davidas, M. Zobda.
Je suis très content d'avoir justement le diplôme de première communion. Eh bien justement, c'est le bon sens quelquefois qui est plus intéressant que l'eau de la faculté de Paris. Donc ce congrès est très important pour moi parce qu'il va poser les choses et qu'il va nous mettre en perspective. Le deuxième sujet, c'est que moi je regarde de très près ce qui est fait aux prêcheurs. Parce que le prêcheur est en train de modéliser quelque chose autour du trait de côte qui diminue. La mer a mangé plus de 10 mètres sur la ville. Et il a le lard qui descend. Et il y a le lard qui descend de la rivière. Donc vraiment, l'idée c'est de faire changer le bourg du prêcheur, le faire monter, le protéger, changer là où il y a l'école, le centre-ville, etc. Et puis proposer de nouvelles constructions pour les populations autour de matériaux, de recyclage, avec de l'innovation, etc. Donc cette expérience est très intéressante parce qu'elle peut nous permettre de modéliser de manière martiniquaise, de mettre en sécurité des populations. Et puis enfin, troisièmement, je pense qu'on va utiliser tous les travaux qui sont déjà faits, mais aussi toute la modélisation qui a déjà été faite autour du périmètre martiniquais, des côtes martiniquaises, avec des scénarios bien définis, pour envisager des solutions. Quelles sont les solutions que l'on peut proposer pour protéger... Et les urgences. Et les urgences, évidemment, avec un ordre de priorité. Mais quelles sont les solutions que l'on peut envisager pour protéger le territoire et inclure tous ces dispositifs dans la révision du SAR que nous devons entreprendre là en ce moment. Donc il y aura une modification du SMDVM. Obligatoirement. Obligatoirement, le schéma de la mer sera obligatoirement modifié, puisqu'il faut tenir compte de ces impacts-là. Il faut tenir compte aussi de tous les travaux que l'on va faire sur Terre pour protéger. Par exemple, il y a plusieurs hypothèses. On peut faire de l'enrochement, on peut faire des digues, on peut faire un certain nombre de choses. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées et qui vont s'adapter à tel ou tel scénario d'élévation. Donc, il faut que l'on soit capacité à pouvoir inclure ça dans le schéma de protection du territoire, et le schéma d'aménagement régional doit inclure ces dispositions-là pour que l'on anticipe sur ces travaux. Alors, notre inquiétude, c'est sur le timing. Les dernières analyses que nous avons reçues du GIEC nous parlent de 2030. Oui, c'est demain matin, c'est dans 6-7 ans, 8 ans. 8 ans. Ouais. Peut-être que je serai déjà dans la Grande Prairie, peut-être qu'elle manquerait là encore. Et nous avons imaginé, la première chose à protéger, c'est la baie de Fort-de-Fos. Pourquoi la baie de Fort-de-Fos? On voit qu'en ce moment, Air France fête ses 75 ans. Oui, demain. L'aéroport... Enfin, l'aéroport. Non, Air France, 75 ans de présence, l'aéroport a 72 ans. C'est ça. C'est l'aéroport qui fête demain, c'est 72 ans. 72 ans. On ne peut pas. Et quand nous sommes au bout de la piste, par rapport au niveau de la mer, on est à 30 cm. Oui, je sais, je connais bien l'endroit. Oui. C'est la Mantinois. C'est l'endroit pêché crabe. Exactement. Enfin, Matéka. 30 cm. Et, je vous montre. L'étude que nous avons reçue pour 2030 nous parle de 1,50 m. Alors, on a imaginé, et voilà la carte, on s'est imaginé 2 lignes. La partie rose. Fermer cette zone-là pour protéger toute la périphérie de la baie de Fort-de-Fos, où se trouve l'aéroport, le port, EDF, toute la partie administrative, toute la partie militaire, tout le Lamentin. Enfin, une grosse population, Lamentin, Ducos et Trois-Îlets, Chercheurs et autres. Presque la moitié de la population de la Martinique. La moitié. Plus ces zones d'activité économique. Allez, alors, quand on parle de zones d'activité économique, si nous ne faisons pas ce qu'il faut fermer la baie, nous perdons la lézarde, la zone de la lézarde. Il est au niveau de la mangrove. Toutes nos zones sont au niveau de la mangrove. Donc toutes ces activités, ça a mis beaucoup de temps. Ça a coûté de l'argent. Et si nous ne faisons pas rapidement, mettons en œuvre, nous avons tout ce qu'il faut. Je pense qu'il faut d'abord commencer par les études, parce que les études, c'est ce que j'allais dire. Le trait vertical qu'il y a là, qui rejoint les 2 lignes de côte. Ça peut être un zigzag. Oui, mais il est en zone assez profonde. Il faut vraiment voir ce que l'on peut imaginer. Là, 18 mètres.
Oh, ça va faire la plus. première ligne. Ça va faire plus. Mais enfin, À mon avis, ça doit faire plus que ça la deuxième bon, aussi. le ça mieux, va c'est faire de lancer Mais l'étude. il faut le faire, les études de Et protection. nous de la avons mer. des bureaux en Martinique qui sont capables de faire Je tout sais, ça. je sais, Nous je avons sais. les géomètres qui sont capables de faire ce travail. Pas tant les géomètres, Ah non, les pour géologues. les traits de côte. Les géologues. Et ensuite, nous avons tous géologues, les les métiers, techniciens, enfin, tous voilà. les logs qu'il faut pour travailler sur ce dossier-là. Non, en tout cas, c'est un sujet extrêmement sérieux parce qu'il est imminent. Oui. Il est imminent. Il est donc là, d'un matin. Il faut qu'on trouve les solutions techniques rapidement parce que il faut savoir que dans le calendrier, il faut faire les études. Ça peut prendre un certain temps, mais ensuite, il faudra lancer des travaux. Il faudra trouver le financement et lancer des travaux. Et on sait très bien que des travaux de cette envergure, ça ne prend pas 2 mois. Ah non, Ça c'est prend bien du ce que temps. je dis. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive à lancer des travaux, à les terminer, alors que la vague est déjà là. Oui. Donc il faut Que, par lancer exemple, des études nous assez prenons rapidement l'exemple sur ça. de ce que vous vivez là actuellement. Heureusement, et bon, vous êtes arrivé, vous avez trouvé un drôle de marécage. Je vous tire mon chapeau, les hommes. Pour redresser tout ça, vous êtes Chalimau, oui. Ah oui, oui, Vous êtes oui. bon Chalimau pour te redresser. Mais on a trouvé des difficultés sur Des pièges partout, des bombes à retardement. des bombes à retardement. On a trouvé ça sur l'eau, on a trouvé ça sur le transport, on a trouvé ça sur d'autres. Mais enfin, vous avancez. On a trouvé aussi des difficultés sur Le social. sur le social, mais aussi sur le schéma d'aménagement régional, puisque le dernier schéma qui a été fait, c'était sur Calgras, et la région de Serge-Letchimy, avec Camille Chauvet, était chargée de l'amender. l'amender. Bon, il y a eu des difficultés, ça n'a pas pu aboutir, malgré les travaux qui ont été faits. Ensuite, il y a eu la région, la CTM, qui a été mise en place. Ah non, avant ça, il y a eu Milo, il y a eu... Non, il y a eu Milo, mais il y a eu ensuite Marie-Jeanne. ensuite Serge-Letchimy, ensuite CTM. CTM. Donc ça fait 3 ou 4 fois 5 ans, ça fait près de 20 ans qu'il faut... On a perdu du temps. qu'il faut rénover le SAR. Et la dernière collectivité territoriale, celle de M. Marie-Jeanne, était plutôt partie sur l'idée de faire un PADMA, un plan de développement durable et d'aménagement de la Martinique, à l'image de ce qu'a fait le PADUC, le plan d'aménagement et développement durable de la Corse. Sauf que la Corse est assise sur une loi spécifique qui permet de créer ce type de document. Nous n'avons pas de base juridique pour ça. Donc nous avons pris la décision de réviser le SAR, de faire une révision totale du SAR. C'est ce que nous allons faire, mais nous allons utiliser bien évidemment les travaux qui ont été réalisés pour élaborer le PADMA et qu'il devienne un peu une base de travail sur laquelle nous allons élaborer le nouveau schéma Et d'aménagement vous pouvez voir régional. cette enquête publique pour Ah non, mais il faut qu'on fasse ça dans les 3 ans qui viennent. Ça 3 ans, laisser de s'arrêter 4 ans. Oui, mais on est obligé parce qu'il y a des étapes incontournables avec l'élaboration des documents, ensuite la mise à disposition du public, ensuite il y a des délais de consultation du public, il y a des avis, etc. Ensuite il faut valider. Non, c'est assez complexe, c'est comme un PLU. Hein. C'est très long, mais ça ne nous empêche pas entre-temps de travailler. Oui. Ça ne nous empêche pas de lancer des études de protection du littoral, ça ne nous empêche pas de faire un certain nombre de choses. Mais on est obligé de suivre un rythme qui est déjà prévu par la loi, avec un timing pour respecter les instances. Dans le cadre juridique actuel. C'est ça, ouais. Bon, et quand vous êtes dans le Congrès, vous demandez de modifier et d'adapter des lois. Oui, on demande à modifier un certain nombre de choses, on demande d'adapter, on demande de la capacité à faire. Alors, on travaillait sur les habilitations, on travaillait sur des autorisations. Maintenant, on voudrait que ça soit formalisé. Parce que notre crainte, c'est qu'on quoi? soit en capacité à pouvoir prendre des initiatives locales. Notre crainte, c'est quoi? Nous voyons par exemple Rivière Salée l'autre jour. Au rond-point Petit-Bourg, Rivière Salée. 2 bœufs. Puis en savane là, on ne pouvait pas traverser. C'était pas le troupeau, hein? Des bœufs. Là aujourd'hui, à Joupa, Morne-Rouge, c'est coupé ce matin. Ah oui? Il y a un glissement, gros glissement ce matin. Mais je ne savais pas, j'avais pas. Moi, j'ai reçu la chasse. J'ai pas eu l'information, parce que Reçu ça ce j'étais midi. assez occupé à la mairie du Lamentin ce matin, j'ai pas eu l'information. Oh, il y a eu un entêtement pour ce tronçon de route entre Petit-Bourg et Rivière-Salée. Bon, nous avons entendu Serge-Letchimy dire qu'il va rehausser. Mais quand nous regardons tout ce que nous avons à faire comme enrochement, comme endigage, pour différentes zones autour de la Martinique, il y a des endroits où on ne pourra pas le faire. Ça va demander beaucoup de matériaux. Et
je l'ai entendu, et vous avez, vous les élus, décidé de faire la rocade, la grande rocade. C'est un projet qui est très vieux. Laquelle grande rocade La grande rocade de Felcher et Lamentin, en passant par le Saint-Joseph-Beaumont, tout ça. Ouais, C'est un projet qui est très vieux. c'est très vieux, mais je ne suis Et pas ça- sûr on sera en mesure de faire ça tout de suite. Non seulement on n'est pas en mesure de le faire tout de suite, mais les lois vont nous bloquer là. Bien, c'est très certain. Et nous avons la possibilité, parce que nous avons besoin de beaucoup de matériaux. Nous avons la possibilité de récupérer ces matériaux en créant des tunnels pour traverser certaines zones. Nous prenons par exemple Fond-Laillé. D'ici 10-15 ans, impossible de faire Saint-Pierre en Fort-de-France. On ne va pas pouvoir passer à Fond-Laillé. Non, mais sur Fond-Laillé, il y a des solutions qui sont possibles. Il y a une solution pas chère. Il y a une solution, C'est c'est juste un toboggan. le passage au supérieur. Oui, c'est juste ce que un nous toboggan. envisageons de faire, puisqu'on a abandonné l'idée de faire viaduc. le grand viaduc qui était Qui était une grave erreur. À mon avis, c'était une erreur monumentale. Donc Mais vous me rassurez, si vous allez faire ce toboggan. Oui, oui. On va faire le toboggan. Quand on descend vers Fond-Laillé en allant Oui, vers Fort-de-France, on va. on fait le passage supérieur qui reprend la nationale, mais avec des sorties à Sans droite et à problème. gauche pour permettre aux gens de pouvoir rentrer à Fond-Laillé. Et ça va d'ailleurs sécuriser la route parce Oui. qu'elle sera surélevée. Oui. Donc le risque de submersion. Et puis le croisement voilà. Il n'y a pas de intermédiaire. conflit routier et ça va permettre de fluidifier la circulation parce que c'est vraiment un problème. Hein. Pour Je les suis gens rassuré. qui habitent au-delà de Fond-Laillé, c'est 2 heures d'embouteillage régulièrement. Je suis rassuré. À l'aller Parce que comme au ce n'était retour. pas une discussion possible avec l'ancienne équipe. Ouais. Nous avons souvent soulevé ce problème avec l'ancienne équipe. C'était l'entêtement total, c'était un gros viaduc que tu devais faire lorsqu'ils Oui. ont vu le coup. Un viaduc qui coûterait. On ne peut pas l'accrocher. On ne peut pas l'accrocher. C'est Enfin, tout. on aurait peut-être trouvé des solutions techniques, mais qui auraient été extrêmement coûteuses, C'est tout. d'une part. D'autre part, je pense que du point de vue de l'environnement et du paysage, ça ne s'intégrait absolument pas dans le paysage, et ça dénaturait complètement le site martiniquais. Et puis, je ne suis pas sûr que cette solution-là aurait été intéressante pour tout type de transport. Non plus. Alors, l'autre tunnel que nous avons, on a vu un tunnel entre eux, en attendant lorsque le viaduc est fait, Oui. parce qu'on sait que c'est plus long pour l'histoire du tunnel, on partirait de chez Cotel pour sortir à Casilotte. On a un volume de matériaux suffisant déjà pour la baie de Fort-de-France. Mais entre Carbet et Saint-Pierre, dans ces quelques années, on ne passe pas. Il y a Oui, que cette fameuse rocade on a Saint-Pierre. on a de vraies submersions marines là, sur la voie et c'est de plus en plus compliqué à chaque fois qu'il y a un mauvais temps. On ne parle même pas de cyclone ou de tempête, mais dès qu'il y a un mauvais temps, la voie est systématiquement encombrée. Donc ça veut dire qu'il faut envisager un passage par l'intérieur des terres. Et quand je regarde les études que nous avons là, lorsque nous regardons des vagues de 8 mètres, de 15 mètres, de 30 mètres, c'est pas Baïti Bolom, hein. C'est pas Baïti Bolom. Oui, oui. Donc, avec ces éléments que nous avons, nous sommes devant l'exception. Avec l'exception, nous pouvons mettre la pression sur la France pour leur dire ça nous refait là. Et c'est là où nous devons faire très attention, Président. Très attention. Ce sont des travaux que nous pouvons faire par des entreprises martiniquaises, des entreprises qui sont là depuis 30, 40, 50 ans, des entreprises qui sont ISPIA, des bureaux d'études du pays hôte. Et pour passer par rapport au code des marchés publics, je discute régulièrement avec certaines personnes qui sont en charge de cette affaire et qui n'ont pas compris le Congrès. Le Congrès fait des propositions d'adaptation. Oui, tout à fait. Donc, on ne calque pas la loi qui nous dérange. Non, on s'adapte, on demande de s'adapte l'adapter. pour qu'elle soit conforme à nos réalités. À nos réalités. Notre réalité, c'est quoi? Notre réalité, c'est que l'ancienne majorité a tué l'économie, a tué les entreprises. Quand on voit beaucoup d'entreprises sont mortes avec une créance publique, retenue de garantie, qui gagne des prix, ainsi de suite, on a vu où on est allé. Là, aujourd'hui, dans la plénière, là, j'ai entendu encore au siège, le TIMI, tout ce que vous avez, l'ordre que vous avez mis en matière de financement et autres, en matière de paiement. Et en matière d'entreprise, quand on regarde la situation économique de notre pays, pratiquement plus de 90% de nos entreprises ne sont pas à jour de la sécurité des impôts. Oui, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème. Et pour ça, il faut d'abord que toutes les collectivités soient
capable de pouvoir payer en temps et en heure. Oui, mais Je pense que Président. Attends, je termine sur ça très rapidement. C'est l'un des points cruciaux. Si l'entreprise, plutôt que de financer l'argent qu'elle n'a pas Sert de banquier. encore, voilà, peut utiliser son potentiel pour payer ses charges sociales parce qu'il est payé en temps et en heure, je pense qu'on peut sauver l'économie martiniquaise, notamment celle du BTP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que nos collectivités, toutes collectivités confondues, retrouvent des marges de manœuvre et que la section de fonctionnement puisse dégager une somme suffisante pour permettre l'investissement. Parce que la commande publique est essentielle. L'un des moteurs du développement de ce pays, c'est la commande publique. Donc il est fondamental que les collectivités aient la capacité à porter des projets et à pouvoir les lancer en investissement. C'est ça qui donne du travail aux entreprises, en grande partie sur le BTP. Donc il faut qu'on arrive à trouver les moyens de refinancer nos collectivités, parce qu'elles sont à bout de souffle. Elles n'ont plus de recettes suffisantes pour tenir. Et finalement, quand elles font des travaux, elles tardent à payer des entreprises, elles payent à 3, 4, 5, 6, 7 mois, un an. Des fois. Et quelquefois, ça met les entreprises en difficulté. Et on entend ce matin encore, j'ai entendu qu'il y a de vraies difficultés sur le BTP. Il y a la visibilité en termes de commandes n'est pas là. Et les entreprises ont maintenant de plus en plus de mal à trouver des agents formés pour travailler en Martinique. Donc c'est un comble. On n'a pas de travail, les gens ne se forment pas parce qu'il n'y a pas de travail dans le BTP, alors le BTP se meurt, mais quand on aura de grands travaux à faire, quelles sont les entreprises que l'on va trouver? Voilà. Donc, alors, il y a un début de solution qu'on a depuis à l'époque de Capgras, qu'il avait lancé, et puis ça avait bien démarré, et puis notre équipe est arrivée, et puis ils ont tué le projet. Et la détermination actuelle de la nouvelle équipe peut accéder à ça. Ce que nous demandons est d'une simplicité. Permettre aux entreprises d'accéder au marché. Arrêter cette histoire du moins 10 ans. Le prix, c'est le prix. L'entreprise s'organise avec sa banque pour mettre en place une INDAI. Demander aux banquiers de faire confiance tant aux entreprises qu'aux collectivités. Parce que souvent, en tant qu'Européens, nous disent « Ah ouais, mais moi, avec les collectivités, je ne veux pas. » Une fois que ça est en place, on prélève à la source la dette sociale et fiscale. Donc au moins, on va payer moins, la sécurité capantaille, les impôts capantaille, ainsi de suite. Le reste, c'est pour mes fournisseurs et mes salaires. Et avec ça, quand on vient moteur diesel, nous relançons l'économie. Autrement, tous les millions d'euros, tous les milliards qui ont à mettre là, nous, quand il a qu'on bœuf caca des gousses bicyclettes passées, on n'aura pas un centime de là. Non, le seul bémol que je mets à ça, c'est une proposition qui tient la route. Le seul bémol, c'est le prix. On ne peut pas lancer des consultations s'il n'y a pas des critères d'appréciation. Oui. Les critères d'appréciation, il y a le prix, mais pas le coup à la Maricette, le dernier prix. Il y a le mode opératoire, il y a un certain nombre de points techniques et la capacité aussi d'entreprise à répondre à un sujet très technique. Donc ce sont des critères d'appréciation qui font partie du Code des marchés publics et qui pour moi sont importants à respecter parce que ce sont des critères objectifs de choix. Mais je pense que les entreprises martiniquaises peuvent répondre sur soit seul, soit en groupement. Soit seul, soit en groupement, oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Regardez sur le transport, c'est bien des entreprises martiniquaises qui assurent le transport. Bon, donc on peut y arriver. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut trouver des solutions souples pour permettre aux entreprises d'avoir accès au marché public et de pouvoir ensuite générer de l'activité et de la richesse dans l'entreprise pour payer, pour respecter les engagements vis-à-vis des salariés et pour respecter aussi les fournisseurs. Donc ce sont des choses qui Tous les garde-fous, nous sommes d'accord. On discute des garde-fous, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. Nous ne pouvons pas suivre des routiers. Nous continuons des routiers. Là, non. Maintenant, une fois que nous avons lancé ça, parce que le président, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand la misère rentre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Ah ouais. Et quand nous regardons l'état de nos foyers aujourd'hui, nos morning, nos love. Oui, mais c'est lié aux conditions de vie. Pourquoi on ne fait pas d'enfants? C'est parce que les gens n'ont pas confiance en l'avenir. Oui.
Mais c'est ça la raison. Alors on a des jeunes qui partent parce qu'il n'y a pas de travail ici. Tout est lié. Oui. Tout est lié. Et si on arrive à donner des perspectives de développement du pays, en protégeant le pays, en ayant des projets tant sur la biodiversité que sur la recherche, que sur l'innovation ou les travaux de protection, etc., je pense qu'on va redonner du souffle et une perspective au pays. Et les gens vont se dire, mais tiens, on sait où on va. Il y a des choses à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de Martiniquais qui travaillent à l'étranger, qui pourraient revenir sur des travaux comme ceux-là. Ce sont des travaux qui seront très techniques, la protection du pays. Et je pense qu'il y a des Martiniquais qui vont revenir. Et ça donne du souffle, ça donne la perspective et ça donne l'envie de rester au pays, d'y travailler et de fonder famille. Et quand on fonde une famille, on fait des enfants, et bien on repart, la démographie martiniquaise va repartir. Mais tout est lié au projet que l'on porte, à l'envie que l'on donne aux Martiniquais de rester ici, de croire en ce pays, de croire en notre avenir commun, de croire qu'on a encore des choses à faire et qu'on peut encore porter un projet pour la Martinique. Et ce projet, il est multiforme. C'est sur la protection du littoral, c'est sur l'environnement, c'est le réaménagement sur la de la biodiversité, sur l'aménagement de la Martinique, sur l'équipement de la Martinique. C'est tout ça qui doit donner du souffle et doit permettre aux gens de se dire, tiens, mon pays avance et je suis très fier et très content d'être là et je peux m'installer, faire des enfants. Oui, parce que mon cas, ouais. Je suis grand-père 4 fois. Ah oui, mais c'est bien. Mais oui, mais mes 4 petits-enfants ne sont pas nés en Martinique. Ah oui, mais ça... Donc ils ne sont pas listés Martinique. Mes enfants les ont fait comme beaucoup d'enfants, ils font leurs enfants à l'extérieur. Ouais. Mais ces enfants-là ne sont pas listés Martinique. Donc quand on voit comment tout ça a changé, ben, peut-être que mes arrière-petits-enfants viendront naître ici. Oui, parce qu'ils auront peut-être envie de revenir. Oui. Ils auront peut-être envie de se dire, mais l'origine de la famille, c'est la Martinique. Ah ben tiens, qu'est-ce qui se passe en Martinique? Parce qu'il y a toujours cette souche, cette racine qui est là, et qui rappelle aux uns et aux autres qui sont martiniquais. Donc, quelquefois, on voit qu'après 2-3 générations, il y a l'envie de revenir. Mais l'envie de revenir doit être compensée par cet accueil martiniquais. Et l'accueil martiniquais doit permettre à celui qui a envie de revenir de trouver des conditions d'installation et de travail. C'est ça l'enjeu. Là, j'ai vu que vous avez fait, et si vous voulez venir blanc après ça, on ferrailler avec notre association sur la question de l'eau. Oui. Vous avez fait un beau énorme. Mais j'ai une grosse crainte. J'ai vu que vous mettez de l'argent dans nos 3 EPCI. Oui. Nos 3 EPCI, ils reçoivent cet argent et nous ne voyons pas la ventilation de cet argent sur le réseau eau-assainissement. Non, nous sommes en train d'y travailler. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut des sommes très importantes pour... beaucoup d'argent. Sur l'eau, sur l'assainissement, sur les châteaux d'eau. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que nous n'avons pas un seul château d'eau parasismique. Aucun. Donc, ni sécurisé en cas de coupure. Et donc il faut, à l'exemple de ce qui s'est passé en Haïti en 2010, on s'est bien rendu compte que tout le réseau d'alimentation en eau potable n'a pas tenu sur le cyclone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais le choléra s'est déclaré, les gens sont morts, ou ceux qui étaient un peu blessés sont morts de maladie. Bon, parce que les conditions sanitaires, avec l'absence d'eau, n'ont pas été requises. Donc, à l'évidence, il nous faut sécuriser pour l'alimentation au quotidien, mais aussi pour l'alimentation en temps de crise, le système de distribution d'eau potable. D'abord, il faut évidemment que l'on change la quasi-totalité des réseaux martiniquais. Quasi-totalité, il y a des zones qui sont encore correctes. Ça représente environ 200 millions d'euros aujourd'hui. Ensuite, il faut que l'on soit en capacité à pouvoir interconnecter les réseaux. Puisqu'on parle d'une seule unité de gestion de l'eau, eh bien, il faut que tous les réseaux soient interconnectés, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à ces solutions-là. Et puis enfin, il faut que l'on soit en capacité à pouvoir faire évoluer les châteaux d'eau, puisqu'ils sont indispensables à la distribution de l'eau, notamment sur le système vallonné, géographique vallonné que nous avons. Il faut des châteaux d'eau, il faut des surpresseurs, il faut tous ces équipements-là pour distribuer l'eau. Mais l'argent est là. Nous avons le plan ODOM, nous avons le plan de relance, nous avons le plan d'activité. Il y a donc des moyens qui sont disponibles, il faut les mobiliser, Alors, qui est capable de faire des travaux? Pour l'instant, ce sont les EPCI qui portent les travaux. Les choses sont structurées de la manière suivante. Le comité de bassin fixe les grandes orientations.
en matière de schéma. réseau, de schéma. Ensuite, l'ODE qui collecte une partie de la recette sur les factures, alimente les porteurs de projets pour les travaux qu'il y a à réaliser. Et puis, il y a la collectivité territoriale, la CTM, qui, elle, abonde soit avec des fonds européens, soit avec des fonds propres, les dossiers. Bon, donc il faut absolument qu'un vaste programme de remise à niveau de la distribution en eau soit réalisé. Et c'est pourquoi le président d'Etchimi avait convoqué les 3 EPCI et les opérateurs pour savoir à quel point nous en étions sur les projets, puisque l'argent est disponible. Donc, où sont les projets? Pourquoi on ne les met pas en œuvre? Donc, ce sont des freins qu'il faut lever. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas sur les opérateurs la technicité qui convient? Est-ce que c'est un problème d'organisation des travaux, de planification des travaux, ou est-ce que c'est un problème de disponibilité du matériel, ou bien, tout simplement, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, eh ben, on va faire petit à petit. On n'a plus le temps de faire petit à petit. On n'a plus le temps de rigoler. Donc il faut, à mon avis, lancer un vaste programme, et c'est la volonté de Serge Etchimi de lancer ce vaste programme de remise en état des réseaux. Il faut le faire aussi en concertation avec tout le monde pour que les travaux ne soient pas pénalisants pour la distribution du grand public. Et nous commençons d'abord par les grands travaux que vous avez annoncés. Nous avons terminé Séguineau, nous avons terminé Font-Saint-Jacques. Là, on attaque l'Union. Donc on va arriver progressivement. Galion, j'ai dit l'Union, Galion. Oui. Bon. Donc on va arriver à circonscrire ces grands problèmes qui se posaient. Et puis ensuite, il faut attaquer tous les autres chantiers. Et puis je ne parle même pas de l'assainissement, où là encore, il y a un boulot extraordinaire à faire, notamment sur l'assainissement non collectif. Alors, dans tout ce chamboulement, tout ce projet sera modifié. Je prends l'exemple de Sainte-Luce. Si nous ne protégeons pas Sainte-Luce, on aura un problème avec l'assainissement de Sainte-Luce, on aura un problème avec la distribution d'eau. On a beaucoup de réseaux qui seront impactés par la montée des eaux. Oui, parce que beaucoup de réseaux passent délivrer l'eau là où il y a des habitations. Oui. Or, on a construit sur des zones basses. Oui. Et bien évidemment. Et souvent dans la zone marine. Oui, souvent. Et donc, si on veut sauvegarder les populations, il faut qu'on les déplace. Donc il faut aussi modifier les réseaux pour alimenter les gens là où ils seront repositionnés. Et malheureusement, ou heureusement, c'était la richesse de la Martinique d'avoir des populations en bord de mer, en bord de plage. Ça a été bon. Ça fait partie de l'aménagement touristique de la Martinique. Maintenant, quel développement touristique nous attend si toutes nos belles plages, je parle de celle de Sainte-Anne, du Diamant, etc. Sainte-Luce. Elle commence à dégager, Sainte-Anne. Oui, je sais, sur la partie des Salines, il y a une partie des Salines qui commence à être attaquée. Bon, ça remet en cause une partie du schéma de développement de la Martinique, parce que les zones d'aménagement touristique que l'on avait initialement prévues, si elles sont en danger, je pense qu'il faut réfléchir différemment. Je reviens à la belle Fort-de-France. Nous prenons l'exemple de la Pointe du Bourg. La Pointe du Bourg, on pourra pas aller dans les hôtels qui sont au fond. Non, si il y a une montée à 1 mètre ou 1,50 m, c'est terminé. C'est terminé. D'où l'intérêt de faire ce qu'il faut pour éviter qu'on ait trop de, je dirais, j'appelle ça des étails de perroquets savants. Oui. Trop de bavardage, que des échelles de perroquets savants, qu'on évite tout ça. Qu'on se dise, probablement là, messieurs, ça nous va faire. Et à partir de là, lancer déjà les études. Il faut lancer des études parce qu'il faut s'appuyer sur des réalités techniques et scientifiques. Moi, j'ai cette formation-là, donc c'est pas moi qui me remettrai en cause cette notion-là. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur des compétences. Il faut qu'on s'appuie sur des gens qui comprennent et qui connaissent le phénomène et qui sont capables de nous faire des propositions très sérieuses. Et étudier ces solutions-là, in fine, mettre les moyens pour y arriver. Mais c'est pas quand on va parler ad vitam aeternam. Ça c'est évident. Mais je ne veux pas non plus que l'on verse dans le catastrophisme. Il ne faut pas qu'on affole les populations. Je parle de réalité. Oui, non, il faut qu'on en parle parce qu'il faut que les gens aient bien conscience que ce sont des choses qui risquent d'arriver dans un avenir qui est relativement proche. Mais je pense qu'il ne faut pas que les gens
s'affolent ou bien commencent à paniquer et disent ah ben non, il faut qu'on parle tous de Martinique. La Martinique sera sous l'eau dans pas longtemps, on bâtit depuis à présent. Mais non, pas tu vois les autres là. C'est pas tout à fait ça. Je pense qu'on a la capacité à réfléchir et à porter des projets. Le tout, c'est de le faire suffisamment tôt pour qu'on soit prêt quand ça va arriver, plutôt que de le faire en 4e vitesse quand c'est déjà là. D'autant qu'en termes de technologie, nous prenons par exemple ce qui s'est passé, ça c'est le port de Guadeloupe. Oui. C'est ce qui nous attend pour la Martinique. À Jarry, c'est Jarry, ça. Ça, c'est pendant le cyclone, là. La dernière tempête qui passait là. Ouais. Donc, et ça, c'est la mer qui est remontée. Oui. Ouais. Nous avons 2 phénomènes. Phénomène venant de la mer et phénomène dans la zone tellurique. Et ça, il faudra contrôler. Lorsque nous regardons l'inondation, la masse d'eau venant des mondes, ça fait du bruit. On voit par exemple ce qui s'est passé au François. Mais on le voit au François, on le voit au Lamentin, on le voit ailleurs. Dès lors qu'il y a une conjonction de grosses pluies avec la marée, on voit très bien qu'il y a des montées. Moi, je sais très bien que quand la pluie arrive ou à Place d'Armes, plus Place d'Armes maintenant que Mao, quand il pleut, avec l'urbanisation qu'il y a sur Mont-Pitot, Roche-Carré, etc., l'eau arrive très vite en bas. Auparavant, c'était beaucoup plus lent. Quand j'étais gamin, quand il pleuvait sur les Mondes, ça prenait une journée, voire une journée et demie avant d'arriver en bas. Parce qu'une partie de l'eau était absorbée par le sol, puis ça descendait tout doucement. Alors que là, tout est bétonné, tous les caniveaux existent, mais ça descend à une vitesse grand V. Quand il pleut, 1 heure après ou 2 heures après, c'est déjà à Place d'Armes. Donc on voit bien qu'il y a une masse d'eau qui descend. Et quand en même temps, il y a le phénomène de marée, que l'eau remonte le canal, eh bien évidemment, ça remonte au Lamentin et ça inonde toute la zone de Place d'Armes. On le voit bien. Donc, ces conjonctions entre les eaux de pluie et les marées sont des phénomènes qui amplifient le risque sur les territoires, sur les zones basses. Et c'est quand ça vous arrive, quand vous êtes en plein dedans, que vous découvrez la réalité. Oui. Bon, nous, on s'est anticipé, on sait voir. Bon, on n'hésite pas à voyager, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Sur des technologies, il en existe un peu partout. Oui, il y a des technologies qui existent. Il faut les adapter. On voit bien que les Néerlandais, ils ont créé des digues, ils ont fait des polders, ils ont donc gagné du terrain sur la mer. Des terrains qui étaient à l'origine en dessous du niveau de la mer, ils sont aujourd'hui protégés. Et d'ailleurs, il y a toute une activité de protection des digues, puisque quand la digue cède, c'est évidemment les terrains qui sont envahis. Mais il y a des choses qui existent. Il y a d'autres pays qui ont développé des techniques et des stratégies. Je pense qu'on ne va pas tout réinventer. Il faut s'inspirer de ce qui existe déjà, de l'avancée de la science et de la technologie, et adapter à nos réalités. Je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on s'appuie. Et puis, il faut qu'on s'appuie sur nos intelligences. Je sais que le professeur Safache et d'autres ont déjà bien réfléchi sur toutes ces problématiques. Je pense qu'on peut, dans le cadre d'une réflexion large, y associer aussi les associations environnementales qui travaillent aussi sur le sujet et qui ont peut-être leur mot à dire et des questions de bon sens à proposer. Je pense qu'ensemble, on peut résoudre cette difficulté. Oui, je pense qu'il ne faut pas écarter des chansons. Non, au contraire. Parce que tu as dit Lamentin. Je prends par exemple la digue qu'on a faite entre Mao, les deux ronds-points. Là où il y avait le Moubin. Oui. Eh bien, j'ai connu le géomètre qui a fait l'implantation de ce pont. Il y avait un Lamentinois qui attachait son bœuf là. Il dit ça va faire là, il dit mais tu fou. Il était de tous les noms. Et puis à chaque fois, bœuf il a dépissé, on ne peut pas traverser. Oui. Non, mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup travaillé sur la zone de Mao, avec des bassins de rétention, avec la surélévation de la route nationale. On a surélevé aussi Mao Petit-Pré, le plus vieux pont de Martinique à Petit-Pré a été refait. Nous avons encore une zone d'épanchement à créer, mais puis on a refait le pont du Calbassier qui faisait aussi barrage. Tout ça, moi quand j'étais gamin, et je le dis assez souvent, tu as connu ça. Oui. Pour montrer où la matin. Oui. Ouvert ça. Mais c'est déjà ouvert. Ah bon, c'est déjà ouvert. Il est ouvert. On l'a inauguré pour la fête du Lamentin le 15 août. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est la ligne droite qui part du pont et qui arrive sur le rond-point de Mao et qui passe par la gare routière. Mais ça, on va le faire pour avoir une entrée majestueuse. Avec les travaux que l'on va faire sur Calbassier, je pense qu'on aura une vision très moderne et très belle de la ville du Lamentin. Mais ce que je veux dire en particulier sur ça, c'est que les travaux que nous avons réalisés on voit déjà les résultats.
tu as beaucoup fréquenté le Lamentin, et tu sais que quand il pleuvait, l'eau arrivait jusqu'au pied du marché. Ben, ça fait... Voilà, ça fait 10 ans que ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus du tout. Ce qui fait que le pont aujourd'hui du Calbassier est à 2,80 m au-dessus, et ça va nous permettre de faire un projet à cette hauteur-là et mettre hors d'eau l'entrée de ville du Lamentin avec tous les travaux que nous avons faits. Mais ça veut dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions et il ne faut pas désespérer d'une situation. Il y a des choses que l'on peut faire. À Rivière-Pilote, il y a des choses que l'on peut faire pour mettre hors d'eau la ville de Rivière-Pilote, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette au travail et qu'on essaie de sauver ce que l'on peut encore sauver dès maintenant. Je le dis régulièrement, n'attendons pas que le niveau de l'eau arrive sur le parvis de l'église du Gaumont, qui est à 225 mètres, pour commencer à réfléchir. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que, si on attend trop, je pense qu'on aura de vrais problèmes avec les populations et la manière d'habiter en Martinique. Hein, ça, c'est très clair. Parce que si on répertorie toutes les zones basses, les zones littorales basses sur lesquelles il y a des bourgs et des villes, ça fait une somme de population importante qu'il va falloir reloger, recréer des centres-villes ailleurs. Bon, ça, je ne sais pas vraiment pas. Sans compter les conflits que ça va créer. Sans compter. J'ai une application sur mon portable qui me permet d'avoir les niveaux. Quand j'arrive dans certaines zones, regarde les copains, par rapport à ce qui est déjà connu, personne ne peut démonter ce qui a été fait par le GIEC. Personne ne peut casser ça. C'est une réalité. Maintenant, ils s'étaient trompés. Enfin, leur prévision, ils étaient plutôt calés entre 2050 et 2100. Et ils ont constaté que les choses vont beaucoup plus vite. Oui. Avec la fonte du glace. Oui, c'est bien ça. Il y a deux phénomènes qui justifient. C'est d'abord le réchauffement de l'eau qui provoque la dilatation, une augmentation de volume. En physique, c'est très connu. Et puis il y a la fonte des glaces qui est accélérée. On pensait que ça arriverait dans 30-40 ans, et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, que ça va beaucoup plus vite, et ça fait monter le niveau de la mer. Et ce sont des choses qui sont extrêmement inquiétantes. Alors, il y a des conséquences sur la faune et la flore, il y a des conséquences sur le vivant, il y a des conséquences sur la manière de vivre et d'habiter, il y a des conséquences énormes sur la production agricole, sur la production maritime, sur la pêche, sur l'eau. Bon, tout ça, c'est un dérèglement total. Et en matière agricole, là encore, il faudra qu'on revoie tous les schémas. Mais bien sûr, il faut revoir tous les schémas, il faut revoir des choses. Donc ça veut dire qu'on est en train de changer le modèle sur lequel l'humanité était posée. Pendant des siècles et des siècles, on a vécu comme ça, avec des zones de développement industriel, avec des zones agricoles, avec des zones d'habitat. Le changement climatique va probablement modifier complètement la manière avec laquelle on doit désormais vivre, et va modifier aussi le rapport que l'on aura avec la terre et la nature. Alors en matière d'eau justement, parce que c'est l'élément principal, qui se tient la mer, qui se tient l'air, il nous faut de l'eau. Mais c'est le cycle de l'eau. Hein, le cycle de l'eau, il nous faut de l'eau. En matière d'eau, en matière de ressources, pour l'instant, nous n'avons pas de problème de ressources. Non. Avec toutes ces modifications, nous aurons de gros problèmes de ressources. On aura un volume énorme qui va arriver d'un coup. Et puis, pratiquement le matin, par être en goutte d'eau. Et ça fait des années que nous militons pour récupérer les bassins. Phénomène que nous voyons au niveau national, on en parle de plus en plus. De quel bassin? Les bassins en rivière. Ah, les bassins en rivière, oui. On en parle de plus en plus. Par exemple, la Loire, il y a des zones où on a traversé la Loire à pied. Donc, ils sont en train de repenser. Et nous... Il y a un assèchement des rivières en France. Oui, oui. Il est urgent pour nous de faire revivre les bassins qu'on avait dans nos rivières pour avoir notre réservoir naturel, pour éviter que demain matin, on n'ait pas cette eau-là. Parce que lorsque nous regardons les études, lorsqu'ils vont faire les forages, ça pose problème. Il y a un affaissement. Les forages posent toujours problème. Ce sont des réserves naturelles qu'il faut qu'on conserve. C'est tout. Moi, je ne suis pas favorable, par exemple, à des forages qui sont autorisés. C'est pourquoi il faut une responsabilité locale. Les forages qui sont autorisés pour l'arrosage agricole, on ne sait pas. Il y a des zones où
la source est renouvelée. Oui, la nappe phréatique. Voilà, c'est renouvelé. Par contre, il y a des zones où ce n'était pas renouvelé. Et quand on aspire l'eau, ça crée un vide et ça crée un affaissement. Donc il faut être extrêmement prudent sur ça. Moi, je suis plutôt favorable à exploiter au maximum les eaux de surface telles qu'on les a et garder en réserve des eaux souterraines. C'est une bonne politique, peut-être une politique de grand-père. De bon sens. Mais c'est une politique exactement de bon sens qui nous permet, parce qu'on n'a pas de problème de ressources en eau de surface. Il faut simplement régler le problème de la fuite dans les tuyaux. C'est ça le problème. On a besoin de 80 000 mètres cubes jour. Eh bien, si on a besoin de ça, c'est pas la peine d'en produire 160. On a la capacité de 160 000 mètres cubes jour aujourd'hui, avec toute la production que nous avons. Mais le problème, c'est qu'on en perd tellement dans les tuyaux. En fait, vous alimentez les vers de terre. Voilà, on alimente les vers de terre, mais le pire, c'est que quelquefois, en période de sécheresse, on n'a pas 160 000 mètres cubes disponibles, on a 130 ou 140, mais comme on en perd dans les tuyaux, on ne peut pas alimenter tout le monde. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment stupide de perdre autant d'eau dans les tuyaux. Il faut qu'on arrive à changer tout ça et travailler plutôt en sécurité avec la production d'eau que nous avons pour ne pas aller chercher les réserves qui sont en eau souterraine. Et faire revivre ces bassins-là permet aux alluvions de descendre en lieu et place dans les mangroves et permet à nos mangroves de... La régénérescence des mangroves, et les mangroves vont lutter contre la submersion. La submersion, tout à fait. Il nous faut faire revivre nos mangroves. Quand nous prenons par exemple la mangrove de Génipa, par rapport aux prévisions qu'on a là, le grand centre commercial, il vend basse poisson. Son principal client, ce sera tout ce qui vient de la mer. Mais ça disparaîtra. Si on arrive au schéma que nous avons, l'augmentation du niveau, il y a beaucoup d'activités économiques qui seront sous l'eau. Oui, ça c'est très clair. C'est pourquoi la mission première, et je ne vais pas garder gauche et j'arrive pour côté séchage, c'est où qui n'est plus gros pour la mission première là, de la CTM actuelle. Oui, c'est pourquoi j'ai annoncé tout à l'heure que nous sommes en train d'entreprendre de grandes études sur l'ensemble du territoire martiniquais pour sortir à partir des scénarios, des solutions qui seront adaptées à nos besoins, à la protection du pays. C'est indispensable, il faut le faire maintenant. Alors, le temps qui nous est imparti commence à se rétrécir. L'autre crainte que nous avons, notre grosse crainte que nous avons, c'est de voir tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, comment, sans, passez-moi l'expression, sans vergogne, on fait tout ce qu'il faut pour démolir ça. Oui, parce que... Ils ne vont pas en choquer. Oui, parce qu'on reste encore dans l'idée de la politique politicienne. Or, aujourd'hui, ce qui se passe en Martinique, nous aurons besoin de tout le monde. Nous aurons besoin de faire peuple, nous aurons besoin de faire corps, nous aurons besoin de porter ensemble des stratégies, et ce n'est pas le moment de se diviser. Malheureusement, certains n'ont pas encore compris ça, mais je pense qu'ils le comprendront un jour. Nous avons vraiment, pour sortir de cette situation, à la fois sociale, économique, sociétale, environnementale, nous avons besoin de le faire ensemble. Et il ne s'agit pas de couleur politique, il ne s'agit pas non plus... Il s'agit de Martinique, point. Voilà, il s'agit de la Martinique, il s'agit de grandes décisions que l'on doit prendre. Ce sont de grandes décisions qu'il faut prendre. Ça m'a fait. Qu'il faut prendre, et il faut faire ça collectivement. Et chacun doit bien comprendre les enjeux et se dire, mais qu'est-ce que je fais pour apporter ma pierre à l'édifice ? Comment j'apporte une contribution ? Comment j'apporte une intelligence, une connaissance ? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'attends. Et je ne voudrais pas que l'on reste sur des postures politiques, ou bien sur des combats d'arrière-garde, de stratégie ou d'idéologie. Il y en a qui sont des idéologues professionnels, mais il faut sortir de ça. Moi, je suis réaliste. On ne fait jamais un cocotier porter du mango. Oui, ça c'est vrai. C'est beaucoup conseillé. C'est à nous de faire comprendre à la population, d'écouter pour comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on règle le problème de Martinique. Et je pense qu'avec cette émission, les Martiniquais vont bien comprendre que ce problème est devant nous, là, il est là, et qu'il faut qu'ensemble on puisse y travailler. C'est vraiment écouter pour comprendre pour agir. En tout cas, merci d'avoir porté ces informations à ceux qui nous écoutent là.
on leur demande de faire savoir que nous avons de plus en plus de grosses pointures à mettre en face de vous pour vous expliquer pourquoi faut-il écouter pour comprendre. Merci encore et à très bientôt.